Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'émission qui donne la parole aux acteurs et actrices de la transition et de la résilience. Aujourd'hui, nous recevons Florence Presson. Bonjour Florence. Bonjour. Nous t'avions déjà accueilli dans le cadre d'une émission en mars dernier, si la mémoire est bonne, ou février, avec Vincent Mignereau, Arthur Keller et Alexandre Boisson, que nous saluons. Tu es élu local dans la ville de Sceaux, donc pour 20 000 habitants, une ville au sud de Paris, où tu es adjointe au maire, déléguée aux transitions et à l'économie circulaire et solidaire. Tu es par ailleurs experte en économie circulaire et en transition. Tes missions sont principalement de la formation, de l'organisation des tables rondes, donc tout le monde peut te contacter pour partager des retours d'expérience. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle que peut jouer une commune, que ce soit de la taille de Sceaux ou un peu plus grande, un peu plus petite. Bon, le rôle d'une commune pour impulser la transition. Ton retour d'expérience depuis 2014, où tu es élu local en matière d'impulsion de la transition. Nous allons aussi parler d'une initiative que tu portes en ce moment même avec une sorte de comité consultatif qui vise à générer de l'implication citoyenne autour des questions de transition. Sans plus tarder, je te laisse la parole, Florence, si tu veux aussi te présenter un peu plus précisément. Bien, bonjour à toutes et tous, et puis un grand merci de m'inviter sur Plan B. Effectivement, je suis, outre un passé dans le numérique, l'accompagnement à la transition numérique depuis les années très anciennes, depuis 30 ou 35 ans, je crois. Je suis effectivement élue locale depuis 2009. Mon premier mandat en 2009 était dédié aux écoles, aux enfants, donc là aussi un sujet de transition et de changement, d'accompagnement des familles et des enfants dans la vie quotidienne et citoyenne. Et lorsque le maire de Sceaux m'a proposé de passer à ce qui s'appelait à un moment donné développement durable à Sceaux, qui est devenu très vite économie circulaire et transition, en 2014, ça a été une façon de concrétiser un certain nombre d'impulsions, de changements, de démarches, plus en accord peut-être avec les situations climatiques qui étaient un peu plus fortes. 2015 a été une année, je pense, un point de rupture fondamental pour l'ensemble des citoyens, des entreprises et des élus. Et ce mandat dédié aux transitions avec un rôle de transversalité aussi important et je pense un élément déclencheur d'un certain nombre de transitions pour l'ensemble des communes. Ne serait-ce que cette période préélectorale qui fut très longue et qui a permis, je dirais, dans cette démarche un petit peu de Covid, de la gravité de cette pandémie. Et il est vrai qu'on n'a pas forcément eu en janvier, février, ce sentiment de gravité qui s'est installé de façon beaucoup plus forte depuis. Je pense que tout citoyen, que toute personne a eu un œil nouveau sur cette notion de changement. Alors, un changement lié à de la contrainte, avec effectivement la peur du gendarme, l'amende si on sortait pas au bon moment, pas avec le bon document, etc. Mais finalement, un changement très important que nous avons tous vécu et qui peut-être nous permettra d'être un élément déclencheur d'autres types de changements plus en rapport avec le climat, la biodiversité, le lien social, l'importance de son voisin, le sens donné à sa vie, aux choses importantes. Est-ce que c'est le dernier iPhone ou est-ce que c'est le fait de pouvoir se nourrir très facilement avec l'épicier du coin qui est même en mesure de venir nous apporter notre panier sur le palier? On va beaucoup parler effectivement de changement de comportement, d'implication citoyenne, avec les leviers dont dispose une municipalité ou autre strate de collectivité territoriale pour impulser ça.
Est-ce que tu veux peut-être revenir sur certaines des initiatives remarquables dont tu as pu témoigner ou dont tu as pu être actrice depuis 2014 en matière d'implication citoyenne pour impulser la transition? Oui, tout à fait. Sur la ville de Sceaux, le maire de Sceaux, depuis qu'il a été élu maire, a mis en place des comités consultatifs sur beaucoup de choses, sur les aînés, sur les familles, liés aux aidants, liés à la santé, énormément avec du coup une implication citoyenne assez importante. Alors, conseil consultatif, dans le mot consultatif, on se dit, bon, ok, ils sont juste là pour écouter la grand-messe, leur dire le maire a décidé que les élus vont faire cela, etc. Le terme consultatif, je pense, n'est pas bon dans le sens où ça a été vraiment une notion de co-construction. Co-construction, je vais donner un exemple. À un moment donné, un citoyen qui vient dans la ville et qui dit, bon, ben, moi, je veux faire un Repair Café. Donc, vous me donnez des moyens, un local, et puis vous m'aidez à communiquer. Alors, on lui a dit, bah, écoutez, nous, on a un conseil consultatif développement durable. Ce que je vous propose, c'est que vous allez venir aider, présenter votre projet. On va constituer un groupe de travail. Et à partir de là, effectivement, on va créer quelque chose ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a l'émission d'une demande, d'un besoin, qu'on exécute tel quel, parce que tout d'abord, il y a des contraintes parfois qui sont difficiles à surmonter. Il y a aussi des choix politiques. Hein. Le maire a été élu sur un programme. Il n'est pas non plus là pour dire oui à tout et ensuite de présenter la facture ou les problèmes a posteriori. Donc cette démarche un petit peu, quel que soit le sujet, de dire ben, on va constituer un groupe de travail. S'il y a des pilotes, c'est-à-dire des citoyens qui décident de piloter. Par exemple, la monnaie locale, 0 pilote, 0 monnaie locale à Sceaux. Okay. En revanche, Repair Café, un pilote, des citoyens qui s'impliquent. Aujourd'hui, constitution d'une association, effectivement, ils n'ont pas un local, mais ils passent de locaux en locaux au cœur de la ville, dans les quartiers. Donc là, typiquement, la ville, on a été facilitateur, accélérateur d'une démarche, mais une démarche co-portée avec le citoyen. C'est la même chose sur des notions de défi zéro déchet. C'est la même chose sur le fait de dire, dans vos copropriétés, vous avez de l'espace public, eh bien, on lance un appel à idées, on vous aide, on va voir à la limite le bailleur social où on est à votre disposition pour rencontrer vos conseils syndicaux, mais développer entre voisins des jardins partagés. Les jardins partagés, ce n'est pas chacun à sa parcelle et regarde de côté le voisin ou va lui piquer ses légumes. On travaille ensemble et on plante ensemble des graines, mais pas que des graines qui se mangent. C'est aussi de la sensibilisation des événements comme notre Festival des Transitions. Comment effectivement aborder de façon désirable, positive, en donnant envie, aborder ces changements auprès des citoyens. Créer un événement qui réduise les déchets, mine de rien, qui permet de partager un certain nombre de ressources et tout, mine de rien, l'association qui va ensuite créer un autre événement va s'inspirer de cela. Après, bon, bien évidemment, il y a des facteurs beaucoup plus importants, impliquants, comme par exemple la notion de sobriété énergétique. Aujourd'hui, un ménage est peut-être parfois obligé de mettre beaucoup d'argent tous les mois pour payer des factures d'énergie et de chauffage. Pourquoi? Parce qu'il a une maison dite précaire, une maison où la facture énergétique est très élevée. Pendant qu'il met tout cet argent et qu'il ne vit pas forcément dans de bonnes conditions de santé dans sa maison, eh bien, il ne met pas de l'argent sur comment mieux manger, comment acheter local et de meilleure qualité. Donc, on a, nous, une responsabilité. On n'est pas là que pour dire, oh là là,
gaz à effet de serre, la voiture, vous êtes pas beau, méchant si vous utilisez une voiture. Non, selon votre activité, c'est peut-être nécessaire. En revanche, toutes les émissions de gaz à effet de serre que vous générez à cause de votre logement, eh bien nous sommes prêts à vous mettre des acteurs de confiance, comme ce qu'on appelle des points info-énergie ou des points fer, qui sont là, des personnes experts qui n'ont rien à vous vendre, mais qui sont là pour vous accompagner de A à Z sur vos travaux de rénovation. Et ensuite, sur la consommation. Et ça, c'est la ville de Sceaux comme la ville de Montfermeil. On a souhaité effectivement avoir un cadre assez élargi pour mettre en place ce pilote au nom de la métropole du Grand Paris, de deux communes, l'une dans le 93, l'autre dans le 92, avec des populations diverses et variées, des maisons différentes, des logements différents. C'est réellement un accompagnement du ménage pour qu'ils ne subissent pas parfois des appels intempestifs de pseudo-sociétés qui sont là pour abîmer plus la maison et lui faire gagner de l'argent à la fin du mois parce qu'il met moins d'argent dans sa facture énergétique. Ouais. Ces experts, c'est des personnes des associations, ce sont des employés de la ville, c'est qui? Des gens qui les accompagnent? C'est ce qu'on appelle des agences locales de l'énergie et du climat. Ce sont des structures qui dépendent de l'État et de l'ADEME, avec des salariés qui sont des agents publics, un peu comme des salariés de la ville, sauf que ce sont des experts de la rénovation, de la partie financière aussi. Aujourd'hui, il y a tellement d'aides de l'État. On a fait des simulations, par exemple, sur certains ménages avec des niveaux très bas de revenus, 70 000 € de travaux pour leur maison. Selon la façon dont on combine les aides actuelles, il peut y avoir 50 000 € d'aide ou 62 000 €. Donc, on n'est pas à la marge. Il y a une complexité très importante, une volonté de l'État avec MaPrimeRénov', avec des coups de pouce divers et variés, avec un certain nombre d'aides, des aides aussi locales qui peuvent être mises en place, qui fait que pour un ménage, arriver à monter un dossier en je ne sais combien d'exemplaires, en cochant les bonnes cases, en se disant ma chaudière, il faut que je remplisse dans ce papier-là, en revanche mon isolation extérieure dans celle-ci, et ci, et ça, c'est tellement compliqué que les ménages n'y vont pas, ou alors ils vont mal, ou ne font qu'une partie des travaux. Et une partie des travaux, ça ne donne pas le résultat que si je fais une rénovation globale de ma maison, par exemple. Là, on parle maison, parce que le parcours de rénovation énergétique performant est sur la maison, mais nous avons les aides et l'accompagnement similaires depuis très très longtemps sur l'habitat collectif, où finalement, tout le monde était en avance, toutes les communes, tous les élus étaient en avance sur ce sujet-là, parce que ce soit une banque, que ce soit un cabinet d'architectes ou des entreprises, on se mobilise plus pour un gros budget que pour une petite maison. Et là, ils étaient un peu les oubliés. Il y a eu vraiment la priorité mise par quelques maires. Le maire de Montfermeil, vice-président de la métropole du Grand Paris, a été un des premiers à lancer cette démarche, suivi quasiment très très vite par la ville de Sceaux, le maire de Sceaux, Philippe Laurent, et aujourd'hui partagé avec 55 communes de la métropole du Grand Paris. D'accord. On est vraiment dans une démarche d'envergure. C'est ce que j'allais demander sur la plus-value à faire ça en partenariat avec une autre ville, qui en plus pas la porte d'à côté. C'est vraiment, alors, de ce que je comprends, du partage d'expérience et du potentiel pour faire essaimer la démarche plus largement en Île-de-France. Exactement, c'est aussi le fait de ne pas étiqueter, soit par un parti politique, qui, à titre purement personnel, au niveau local, n'a pas de sens, mais je n'engagerai que mon avis personnel sur ce sujet-là. Ne pas étiqueter non plus un département, le 93, le département pauvre, le 92, le département riche. On a forcément partout dans les communes
dans les départements des ménages qui ont beaucoup de moyens, d'autres qui n'en ont pas du tout, et au milieu, tous les échelons. De la précarité énergétique, il y en a partout, hein, y compris à Paris intramuros. Voilà. Tout à fait. Et surtout que nous n'utilisons pas le mot des familles précaires. On ne colle pas une étiquette, le pauvre, sur la tête. On va parler de maisons précaires. Une facture énergétique à 4 000 € par an, et pour beaucoup, c'est le prix. Si j'ai les moyens, ça peut passer inaperçu dans mon budget. En revanche, il suffit d'un changement de situation, je perds mon travail, je gagne moins, je ne sais pas, d'un seul coup, ce montant-là peut être très élevé et me faire basculer. Ben oui, oui. C'est 2 mois de salaire si on gagne 2 000 € net par mois aussi, donc c'est loin d'être négligeable. On ne parle pas ici que de famille précaire, on parle de précarité énergétique. Exactement. Et quand je parle de la notion de rénovation énergétique et de l'énergie, je n'ai pas un discours environnemental, sciemment, d'accord ? Parce que je ne vais pas emmener une famille pour qui 2 000 €, c'est déjà même beaucoup, certaines fois gagnent moins, ont des loyers à payer, peut-être de la voiture à se déplacer parce que leur travail n'est pas aux portes de chez eux et qu'ils n'ont pas forcément des moyens de transport, parce qu'il y a les enfants, etc. Je ne vais pas effectivement pointer du doigt la notion énergétique et impact sur l'énergie environnementale parce que ce n'est pas leur priorité. Mais au niveau global, ça en fait partie. Et c'est un peu les gilets jaunes que nous avons eus quand on a pointé que la partie environnement, sans penser qu'il y a des personnes qui aimeraient faire tout ce qu'on veut au niveau environnement, mais qui ont un quotidien qui est beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que faire cette transition, non pas avec des taxes, mais mettre en place les moyens d'accompagner les ménages pour effectivement pouvoir financer ces travaux, c'est fondamental. Outre les co-PTZ, des banques comme la banque coopérative La Nef a réfléchi, a imaginé un prêt à proposer à ces ménages, de façon à rembourser sur 18 ans des factures, de façon à avoir des factures très basses. Donc, on ne peut pas envisager d'interdiction ou de louer ou d'interdiction de vendre un bien s'il n'est pas en étiquette B ou C, si on ne met pas en place les moyens d'accompagner cette transition. Et ça, c'est fondamental. C'est de l'argent, mais c'est aussi des hommes qui vont donner la confiance, accompagner, avoir l'expertise technique et la confiance du travail réalisé par l'artisan local. Ok, super. Non, ce chantier de la sobriété énergétique des logements, plutôt de la performance énergétique des logements, valait le coup d'être abordé. Pour rappel, les gros postes de consommation d'énergie en France, c'est globalement le bâtiment et les transports. Côté bâtiment, si ma mémoire est bonne, c'est un bon gros 2/3 le logement et 1/3 le tertiaire. Bon, tout ça pour dire que si on vise une sorte de, que ce soit neutralité carbone ou indépendance énergétique à horizon 2040 ou 2050, on ne peut pas se passer de l'isolation des logements et des changements de comportement en matière de consommation. Et on voit bien les leviers sur lesquels une commune peut jouer. Donc très intéressant, appelons ça ce parcours de rénovation énergétique que les villes de Sceaux et Montfermeil ont mis en place et qui profitent, qui partagent leur expérience avec des dizaines d'autres communes. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers ou initiatives remarquables dont on pourrait parler? Tu parlais en préparation de cet échange, éco-événements, défis, zéro déchet, accompagnement de commerçants et d'entreprises vers la transition. Enfin, je sais pas lesquelles de ces initiatives tu voudrais développer? Alors peut-être avec les commerçants, puisque nous sommes des communes sur la métropole du Grand Paris, des communes où il n'y a pas forcément énormément d'entreprises. Je parlerai du volet entreprise juste après, mais par contre, nous avons des commerçants. Des commerçants qui, avec la Covid, ont eu une pression très forte, ont dû aborder des changements aussi,
des changements. Un restaurant, n'imaginez pas forcément acheter des emballages plutôt made in France, dans des matériaux qui soient autres que du plastique, pour pouvoir faire des livraisons. Et ensuite, la livraison, je la fais avec quoi? Est-ce que je la fais avec un scooter électrique, ou est-ce que je la fais en vélo, ou est-ce que je la fais avec ma camionnette qui me permet d'aller aussi aux mines de Rungis? Ouais. Donc, toute cette démarche-là, je pense que sur la ville de Sceaux, il y a eu, outre l'accompagnement du maire, hein, qui est important, et je crois qu'il y a une mobilisation, quelle que soit la commune, du village ou de la grande ville, une présence très forte des maires pour conserver, accompagner les commerçants dans cette période très compliquée, parce que suite à cela, on va quand même sortir à un moment donné de cette période covidienne. Et si nos centres-villes sont morts, s'il n'y a plus de commerçants, ça va être une catastrophe. Donc cet accompagnement-là, immédiat d'urgence, il peut se faire d'autant plus efficace s'il y a eu en amont un certain nombre de démarches. Nous avons mené avec la Chambre de commerce et d'industrie du 92 et avec la région Île-de-France, il y a à peu près 3 ans, toute une démarche vers le zéro déchet, vers les emballages réutilisables, le stop au plastique. La ville de Sceaux, il y a 15 ans, avait déjà mis en place des sacs en tissu coton bio d'une petite entreprise qui était en Bretagne, les Mouettes Vertes, pour effectivement éviter d'avoir les sacs en plastique. Donc c'est toute cette démarche, cet accompagnement qui ne se solde pas forcément par une réussite. Il y a 3 ans, quand on a dit mettons en place des doggy bags, arrêtons d'avoir des emballages plastiques chez le traiteur et tout, pour certains, on était des empêcheurs d'avancer, on leur complexifiait la vie, etc. Mais petit à petit, ça s'est installé de façon naturelle. Aussi, parce que le changement de comportement, il vient aussi du citoyen. Si j'arrive avec une boîte pour mettre des tranches de poisson chez mon poissonnier, il y a quelque temps, il me regardait avec des yeux comme ça. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de citoyens qui viennent de cette façon que ça devient assez naturel. Le traiteur libanais, ça fait belle lurette qu'elle est partie sur des emballages en carton made in France, qu'elle n'achète pas très loin. Elle a testé les praticités. Aujourd'hui, elle est un peu une référence auprès de ses collègues. Et nos villes, communes, on est là pour les aider, pour faciliter, pour être un peu, les réunir de temps en temps, pour leur permettre ce partage d'expériences des uns et des autres. Et ça, c'est vraiment le rôle d'une commune. Un type de commerce que je vois émerger, qui réinvente un peu la poudre, parce que ça devait être comme ça que les choses étaient faites jusqu'aux années 50 ou 60. Bon, c'est les épiceries vrac. Alors, c'est mon dada du moment. J'en vois émerger un peu partout autour de chez moi, et j'imagine que je me déplace plus beaucoup dans d'autres quartiers que le mien en ce moment, vu les circonstances, mais j'imagine que d'autres quartiers voient la même chose, surtout que le confinement a été désavantageux pour beaucoup de secteurs de l'économie, mais pour l'agroalimentaire, c'est plutôt avantageux. Les gens profitent des économies réalisées pour peut-être manger mieux aussi, et je sens et je lis un engouement pour se manger autrement. Si j'en parle, alors évidemment, l'épicerie vrac, bio, locale, etc. reste quand même assez marginale, et quand il m'arrive de refaire un tour pour une raison dans un hypermarché, je me dis oulala, on est encore loin du compte. Néanmoins, je pense que l'alimentation et une petite révolution dans nos assiettes serait quelque chose de très structurant, à la fois en termes sanitaires et bien sûr en termes environnementaux. Pour rappel, la chaîne alimentaire dans son ensemble, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc, si on inclut la déforestation, le transport, les emballages, la transformation, la production agricole, bien sûr, les machines, etc. Bon, les produits phytosanitaires, ça, c'est 1/3. Et je me dis, ces épiceries vrac qui fonctionnent en circuit court permettent quand même de réduire drastiquement, je ne sais pas par un facteur combien, mais quand même de manière importante,
Et ça va évidemment aussi avec un changement de comportement sur, en soi, ce qu'on mange. C'est-à-dire manger bio, etc., c'est une chose, mais manger moins de viande, c'est encore un plus gros levier. Ces commerces-là, pour moi, ont plutôt du potentiel. En plus, ils récupèrent ton compost. Hein. Donc ça, c'est-à-dire, ils se font livrer par une entreprise de transport qui collecte les produits alimentaires des coopératives agricoles qui vendent à l'épicier. Et pour ne pas revenir, entre guillemets, les mains vides vers la coopérative, sur le trajet du retour, ils transportent le compost que leur remettent ces épiceries. Bref, donc il y a tout un tas de circuits courts et de circuits d'économie circulaire qui émergent et que, voilà, à nouveau, je trouve structurant. Une fois qu'on s'occupe de circuits courts alimentaires, on s'occupe aussi de manière assez directe de sobriété énergétique, par exemple. Est-ce que, quels seraient, ma question étant, les leviers dont disposerait une commune pour accélérer le déploiement de ce genre de commerce, sachant que voilà, il y a la loi du marché, il y a l'OMC, il y a l'Europe, il y a tout ça, etc. Blablabla. Néanmoins, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer? Alors justement, au niveau de notre précédent conseil local du développement durable, qui s'appelait encore de cette façon, sur un certain nombre de sujets, il y a eu des petites réunions de travail qui ont eu lieu. Et par exemple, le vrac a fait partie de ces sujets. Et des commerçants sont venus parce qu'on ne souhaitait pas les exclure et dire, alors il y a les anciens commerçants et puis il y a les nouveaux, les émergents, etc. C'est aussi comme cela que certains commerces existants ont instauré du vrac. Pas sur la totalité, mais ça a été le fait de mettre en place. Ma collègue Sylvie Bléry-Touché, qui est en charge des commerçants, qui est l'adjointe en charge des commerçants, eh bien, quand un nouveau commerce alimentaire veut s'installer sur la ville, va avoir cet échange sur le vrac. Et selon effectivement les possibilités, va pouvoir donner les trucs, les astuces, les bonnes adresses pour qu'il y ait cette impulsion. Donc ça, c'est réellement un rôle possible qu'une commune peut avoir vis-à-vis des commerçants. Ensuite, ça va être de dire, ok, facilitons, faisons des interventions avec l'association qui existe, dont le nom m'échappe à l'instant, qui effectivement Réseau Vrac, qui sont des experts qui accompagnent toute personne qui souhaite monter un magasin vrac. Donc là, c'est pareil, on a un rôle de facilitateur. Quand on invite ces gens-là, on crée le lien entre les personnes qui ont ces idées-là. Dans le groupe de travail, suite à ça, on a créé un groupe numérique sur l'outil Waller, du Made in France là aussi, et les personnes ont pu continuer à communiquer entre eux. Les uns ont ouvert une épicerie collaborative sur une ville voisine. Ceux qui habitent ici vont pouvoir effectivement aller voir comment ça fonctionne et le réseau est créé pour permettre, je l'espère, qu'une épicerie collaborative puisse se créer aussi à Sceaux. La ville peut très bien, si elle prend la démarche de préempter les commerces, voire d'acquérir des locaux, pouvoir effectivement adapter des loyers pour accompagner l'émergence de ces nouveaux commerçants. Donc là aussi, un rôle, un facteur économique important. L'élu local, très sincèrement, c'est l'élu qui a les pieds sur terre, dans le quotidien, il croise les personnes, il connaît les difficultés, il connaît les spécificités de son territoire. Il est, je pense, le plus à même de pouvoir accompagner l'émergence de ce type de solutions et leur mise en œuvre, leur duplication, de créer un petit peu ce lien-là. C'est vraiment aussi un des élus qui aujourd'hui a encore la confiance du citoyen. Et un élu local, très honnêtement,
quand on se rend compte qu'ils travaillent 7 jours sur 7, peut-être pas 24 heures sur 24, mais au moins 12 heures par jour, bien ça ne fonctionne que parce qu'il aime les habitants et qu'effectivement il est à leur service. Il aime sa ville et aimant sa ville, souhaitant effectivement qu'elle poursuive son développement de façon harmonieuse, eh bien, il a nécessairement la vision à 10, 20, 30 ans pour continuer à construire. Quand je dis construire, c'est pas construire avec des briques. D'ailleurs, s'il fallait construire, ce serait mieux de mettre autre chose que des briques. Mais c'est construire un petit peu justement le tissu commercial, le tissu entrepreneurial, parce qu'on a certaines communes qui ont effectivement des entreprises. C'est aussi toute la chaîne alimentaire. Toute la chaîne alimentaire, pourquoi? Nous sommes une métropole entourée de terres cultivables, cultivées. Un certain nombre de communes sont des communes péri-rurales qui vivent, dont un certain nombre, dont l'économie est une économie agricole. Alors effectivement, soit on a des agriculteurs qui sont des pourssicoteurs du blé, du maïs, et qui sont là pour vendre et quand le cours du blé ou du maïs est important, soit effectivement, on peut dire, bah, écoutez, passez là aussi dans une démarche de cultiver du maraîchage, prenez 1 ou 2 hectares, prenez 3-4 hectares, et effectivement, développons une alimentation, un jumelage entre ce village et cette commune pour qu'effectivement les habitants puissent manger plus local et apprendre à manger aussi de saison et avec un goût qui est autre chose que des tomates en plein hiver. Il y a une AMA qui s'est créée à Sceaux avec plus de 100 ménages qui ont effectivement adhéré à cette AMA, ce qui a permis à l'agriculteur d'acquérir 3 hectares de terre, 3 hectares de terre et de cultiver. Donc, l'impact de ce que je mets dans mon assiette est bien plus important que voilà, la qualité gustative ou l'équilibre alimentaire de mes enfants. Ça a vraiment un impact beaucoup plus global. Et là, c'est là où on se rend compte que mon petit comportement à mon niveau, il n'est pas petit. Il n'y a pas de petites actions. Mais effectivement, l'impact de ma façon de vivre est vraiment beaucoup plus important et dépasse complètement ma famille, mon quartier, ma commune. Et c'est là où sur le nombre de citoyens, parce que comme tu le dis, tu es sensible au vrac, je le suis aussi, on va être très vigilant et je pense que la part de budget que l'on met pour nourrir nos enfants est sans doute plus important que celle que l'on met pour s'acheter des vêtements ou de l'électronique ou tout autre. C'est un choix. Alors, si on compare comme ça, oui. Après, en part du revenu, non, c'est sûr, 1 kilo de pommes de terre dans ces épiceries-là va valoir plus cher qu'1 kilo en moyenne. Après, c'est un ensemble. Voilà, en mangeant moins de viande, on fait des économies. Enfin, en mangeant en général moins de produits transformés, on fait des économies aussi. Mais pardon, je te coupe un peu pour rien. Ouais. Je te laisse poursuivre. Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est important parce qu'effectivement, on ne peut pas comparer le budget avec ma même assiette d'avant et ma même assiette d'aujourd'hui. Et effectivement, je préfère manger moins de viande, mais quand j'achète de la viande, je l'achète à un éleveur. Je sais comment il nourrit ses bêtes, je sais dans quelles conditions il travaille, et je sais qu'il ne crève pas la faim lui-même, parce qu'effectivement, il est payé au juste prix. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et moi, je ne suis pas pour bannir les éleveurs, mais plutôt pour leur permettre de vivre dans de meilleures conditions. Après, il faut qu'on sorte des convaincus. Parce que nous sommes, pour beaucoup, dans un microcosme où on mange tous pareil, on fait tous attention, on a les mêmes préoccupations, mais on est dans un entre-soi qui ne fera pas la bascule nécessaire et indispensable qui est à faire aujourd'hui.
En plus, Et c'est là c'est un où entre-soi un peu divisé aussi, hein. Là, je me rends compte au fur et à mesure que je m'implique dans, on va dire, la nébuleuse écologiste. Alors, les pro-nucléaires et les pro-renouvelables, les antispécistes et les welfaristes, enfin, des lignes de scission comme ça, il y en a des dizaines. Et quand un nouveau venu arrive et voit le bazar, je me demande s'il a envie de rejoindre le mouvement écologiste aussi. Bref, parenthèse refermée, mais c'est pour dire aussi, il y a beaucoup de portes d'entrée. Je pense quand même la question écologique, elle va bien préoccuper, ou du moins intéresser une petite majorité de la population. Enfin, les je m'en foutistes complets, je pense que ça va. Enfin, dans un pays comme la France, là maintenant, ça doit pas être plus d'un tiers. Bon, qu'elle va au moins intéresser une petite majorité des gens. Après, effectivement, la porte d'entrée qui, moi, m'a parlé, et voilà, on a parlé aussi avec nos amis Alexandre Boisson, Arthur Keller, Vincent Mignereau, c'est la question des risques tout court, pour pas dire des risques d'effondrement. Ce qui me porte aussi, c'est toutes les initiatives porteuses de sens. Et ce qui me porte aussi, ainsi que beaucoup d'autres, c'est une sorte de paix intérieure qu'on recherche et qu'on arrive plus ou moins à retrouver en mettant son comportement en ligne avec ses convictions. Mais tout ce que je viens de citer, ça peut être des portes d'entrée qui n'intéressent, mais pas du tout la moitié dont on parle, qui va peut-être intéresser, j'en sais rien, un petit pourcentage. Et c'est un peu cette idée de trouver, multiplier les portes d'entrée que je trouve intéressantes. Rien que, et j'en termine là, je vois que mon petit frère, qui est sensible à tout ce que je viens d'évoquer, mais lui, c'est un courant, mais complètement autre, qui lui aussi intéresse des centaines de milliers de personnes en France, qui est les éco-villages démocratiques. Et tout un autre, d'autres communautés, d'autres fils de discussion sur les réseaux, d'autres initiatives, d'autres centres d'intérêt qui ont au final pas grand-chose à voir avec un certain nombre de choses qui me portent moi, mais c'est très bien. Donc, enfin voilà, c'est pour rejoindre ton idée sur le potentiel de mobilisation en multipliant les portes d'entrée, mais sans les confronter, parce que je sens un peu aussi ces petites guerres de chapelle entre écologistes au final. Bref. moi, je me dis souvent que si toute l'énergie qui est mise pour dire, alors que ce soit au niveau politique, malheureusement, ou au niveau local, moi je fais mieux qu'eux, etc. et tout, moi je dis que vu l'état de la planète, vu les actions quotidiennes qui sont réalisées par nous tous, je pense qu'il y a réellement du travail pour tous. Et que chacun à son niveau, la multitude des petits gestes, des petites actions, petites, moyennes, grandes, qui sont réalisées, ont un impact les unes par rapport aux autres. La notion de l'inspiration des uns et des autres, et c'est ce que tu portes avec tes émissions, je vais écouter, je vais noter une information, ça va me donner une idée sur une autre, et c'est comme ça se fait. Donc c'est vraiment une démarche collective. Et effectivement, pour arriver à toucher, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la politique étiquetée n'a pas de sens au niveau local. Moi, je vais juste prendre un exemple. Sceaux, 20 000 habitants. 20 000 habitants, on va considérer qu'il y a, au moment des élections, il y a eu 3 listes. On va dire 4 listes, mais 2 qui ont fait une pseudo-liste. 3 listes, on va faire très simple. Alors, 20 000 habitants, 9 000 ménages, donc on va dire effectivement 18 000 à peu près votants. Chaque liste, 30 personnes. D'accord ? On va considérer que chaque liste a au minima 100 sympathisants. D'accord ? Globalement, il y a des couples dans tout ça. D'accord ? Et qu'ils ont eu au minima 1000 électeurs. Si je calcule l'ensemble de ces personnes, j'ai à peu près 4500, 5000 personnes qui, normalement, si je crée une liste électorale et si j'emmène des gens, c'est que ma priorité, c'est le bien commun, c'est l'intérêt général. Donc comment, si je suis dans cette démarche du bien commun, de l'intérêt général, du mieux-être dans ma commune, l'environnement direct, économique,
n'a pas de sens pour moi. C'est pas possible. Donc ça veut dire que entre les personnes impliquées autour des élections, autour des personnes qui ont effectivement monté une liste, plus les associations de quartier, plus quelques associations diverses et variées, on peut avoir sur Sceaux 5800, 6000 personnes qu'il est facile de mobiliser, de toucher, d'entraîner vers quelques actions. Donc ça signifie que chaque commune, peu importe son nombre puisque c'est proportionnel, peut avoir 50-60% des personnes qui sont facilement atteignables pour de la sensibilisation. Pour combien d'associations de quartier dans leur petit magazine ou leur petit support mettent quelques éco-gestes, se mettent à lancer des défis entre voisins pour réduire le poids de sa poubelle, ou pour se dire tiens, il me reste quelque chose à manger parce que je pars en vacances, je vous le mets à disposition. Ou pour effectivement se dire mon gaufrier, je l'utilise qu'une fois par trimestre, le reste du temps, je peux le partager. Et l'ensemble de ces acteurs-là peuvent considérablement se mobiliser et devenir eux-mêmes acteurs de ces changements. Et mine de rien, dans les exemples que je viens de donner, mais on intensifie les liens, on intensifie les rencontres entre voisins. Et on sait qu'à partir du moment où je connais l'autre, j'en ai pas peur. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux aller vers lui. Que même s'il est différent par sa culture, peut-être par son accent, peut-être par sa couleur, eh bien finalement, on est proche parce qu'on partage un environnement commun et que cet environnement-là, on veut qu'il soit agréable, on veut qu'il soit beau, on veut être en confiance, on veut que si j'ai perdu ou j'ai oublié mes clés, je puisse ne pas être à la porte de chez moi, mais aller m'asseoir, prendre un verre, discuter avec mes voisins parce que je les connais. Et ça, ce lien-là, il est fondamental. Et moi, je ne dissocie pas de l'impact environnemental, biodiversité, mon environnement, si j'y prends soin avec des impacts à des échelles aussi différentes. C'est pour ça que une commune, elle a peut-être plus de café quand je suis dans un petit village, il faut essayer de réouvrir plutôt à la place de rond-point, plutôt réouvrir du café, plutôt réouvrir des salles. Peut-être que se dire que la salle que l'on a pour le conseil municipal ou pour la salle des sports, eh bien, pendant les heures creuses, les heures où on ne l'utilise pas pour leur usage initial, eh bien, puisse être mis à disposition des citoyens. Ça évitera d'ailleurs de les chauffer pour rien. Plutôt que de reconstruire une nouvelle salle, on va pouvoir optimiser l'usage. Et ça, c'est vraiment une nouvelle démarche qu'il faut pouvoir développer. Mais pour ça, il faut qu'il y ait cette acceptation aussi du citoyen, qui malheureusement, le citoyen, pour certains, considère qu'il paye des impôts, considère que oui, les élus sont à son service, les employés de la ville, etc. Mais on est là aussi pour construire la ville à venir. Et je ne suis pas un client, mais je suis un acteur, un participe acteur de ma commune. Je m'implique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à développer à toute échelle. Et c'est comme ça que la notion de comité consultatif des transitions a été créée à Sceaux. Très bien. Effectivement, le maire a utilisé toutes les expériences passées, tout ce qui a bien fonctionné, tout ce qui a moins bien fonctionné. Et s'est dit, à un moment donné, il faut qu'on arrive à embarquer le maximum de personnes vers ce changement radical de vie, de consommation, d'attention portée les uns aux autres. Et pour cela, soit effectivement on continuait avec les modèles déjà existants. J'ai souvent parlé du conseil consultatif lié au développement durable. Par exemple, ce conseil-là,
il a mis en place énormément d'actions, mais il y avait un noyau dur au démarrage, et c'était uniquement ces personnes impliquées qui portaient l'ensemble. Très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait du sang nouveau, régulier. Il fallait des idées nouvelles. Il fallait qu'il y ait des personnes qui, malheureusement, ne pouvaient pas s'impliquer sur un long terme, mais qui, ponctuellement, pour le vrac, pour le Ripper Café, pour un défi particulier, pouvaient s'y impliquer temporairement en se disant je suis content parce que j'ai peu de temps, j'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai mes transports et tout, mais là j'ai apporté quelque chose. Donc cette notion un petit peu de participation thématique était importante. On a eu aussi à un moment donné un déséquilibre avec les associations qui se sont impliquées dans cet ancien collectif, mais qui, quand ils prenaient la parole, ils les prenaient au nom de l'association, dont d'un nombre de personnes très important. Ce qui faisait que le citoyen lambda à côté, qui lui venait pour partager une idée, se retrouvait comme étant moins légitime qu'une association. Et l'association, par moment, voyait cet espace-là comme une tribune pour préserver son enclos ou pour mobiliser la parole ou l'idée. Donc, on a fait quelque chose qui est de dire, bon, bah, ok, maintenant on considère qu'une association égale une voix, toutes les personnes sont au même niveau. Donc, on a eu une démarche qui était moins d'ouvrir sous forme d'une tribune, mais plus de propositions d'idées. Donc, ça a fait que certaines associations ont baissé les bras, ne sont plus venues. Ce qui n'a pas empêché l'émergence d'un certain nombre de projets, mais uniquement portés par des citoyens. Mais comme je disais tout à l'heure, les associations ont une incidence sur l'ensemble de nos mouvements parce qu'ils ont des adhérents, normalement plus que 10. Ils ont un nombre d'adhérents important et ils peuvent être des vecteurs, eux aussi, d'accompagnement au changement. Donc, il faut arriver à trouver la place pour chacun. C'est comme ça que sur le fruit un petit peu de toutes ces expériences-là est née l'idée de créer un petit peu un comité consultatif, des transitions. Toute transition possible, parce qu'effectivement, on n'est pas là que pour parler de l'environnement. C'est pour ça que la notion de développement durable nous gênait beaucoup, parce que derrière, on y voyait beaucoup les écolos-bobos, et pas forcément une démarche qui touche l'économie, avec l'économie circulaire dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ce comité consultatif, il a été créé juste après les élections. Il faisait partie de façon intégrale du programme que nous avons porté avec le maire de Sceaux. Et l'objectif, c'est qu'il soit ouvert à tout citoyen volontaire, à toute association, associations de quartier, associations déjà engagées dans les transitions. L'objectif, ça va être, avec cette expérience passée d'association, d'arriver à trouver la place pour chacun. Donc on sait que là, on a peut-être une problématique qu'il va falloir que nous appréhendions tous ensemble. Mais aussi avec des citoyens tirés au sort. Et nous avons, au sein de la centaine de membres permanents de ce comité consultatif, nous avons une vingtaine de citoyens tirés au sort, qui pour eux, la notion de comité consultatif des transitions, la démarche, etc., c'est peut-être pas leur priorité, mais qui vont arriver avec un œil différent, qui vont peut-être parfois poser des questions aux sachants, aux gens qui sont impliqués dans ces démarches depuis très longtemps, qui, je l'espère, vont permettre de se poser un instant, se dire pourquoi il répond de cette façon, tiens, mais il est aussi représentant d'autres personnes qui sont peut-être moins impliquées, ou finalement, on pense qu'ils ne le sont pas, mais ce qu'ils sont en train de faire au sein de leur quartier, c'est géant. Et là, je pense qu'il va y avoir une confrontation un petit peu de différents types de personnes qui vont permettre de faire émerger un certain nombre de solutions. Pour moi, on met en place un peu une équipe de transitionneurs, de personnes qui vont aborder autrement la ville.
le règlement, hein, le fonctionnement de ce comité, il aurait pu être fait de façon beaucoup plus rapide. Hein. Les élections terminées, on pouvait tout de suite mettre en place ce comité, comme ça a été fait, le cas pour d'autres. On s'est dit non, ce comité consultatif, on va coécrire son fonctionnement avec les citoyens. Et on a eu une 50aine de citoyens qui sont intervenus. Certains ne font pas partie de ce comité, mais étaient intéressés que par la construction de ce nouvel organe de construction, de décision, de réflexion pour notre avenir, pour l'avenir de la commune. Et bien évidemment, il y a eu peut-être 2 mois de travail, d'écriture, de correction, d'avis posés. Tout n'a pas été accepté tel quel. Il y a eu des choses qui ont été revues. Il y a eu des vraies discussions entre les participants. Certains qui voulaient quelque chose de très dur, de réglementaire, de forcé. D'autres qui ont dit, mais non, on est là pour être ensemble, pour trouver des solutions. D'autres qui disaient, oui, mais de toute façon, il n'y a rien qui fonctionne. Il y a eu des articles de fait, oui, mais c'est encore quelque chose, un bras armé du maire, etc. Peu importe, à la limite, les avis de chacun. Tant mieux qu'ils puissent les accoucher aussi, et tous ces avis se défendent. Exactement. Mais l'avis ne pourra avoir un sens que si la personne qui dit « oui, mais si, mais ça, mais machin » s'implique dans ce comité consultatif et porte, teste, propose. Parce que, outre ces membres permanents, la centaine dont je te parlais, il y a des sujets thématiques qui vont être décidés par le collectif. Et pour chaque sujet, par exemple, alors il y en a un qui était porté par la ville et qu'on a donc stoppé au niveau de la ville pour le proposer dans ce comité consultatif, qui est de créer un Fab Lab, mais un Fab Lab qu'on a appelé fibre et textile, donc autour du vêtement et du changement de comportement qu'on peut avoir autour du vêtement et du tissu en général et de la matière. D'accord ? Le lancement de ce groupe thématique, il est constitué et piloté par des membres permanents de ce comité consultatif, qui doivent des comptes et qui, avant chaque conseil municipal, va faire un état des lieux de ses travaux. Donc là aussi, on change aussi le rapport et la position de ce comité. Mais tout membre, tout citoyen qui est sensible à la création de ce Fab Lab fibre et textile peut venir travailler les 2, 3, 4 réunions qui auront lieu, participer, proposer. Donc je dirais que quels que soient les freins qu'on peut mettre, les doutes qu'on peut avoir, eh bien la meilleure façon, c'est de participer à l'un de ces groupes de travail et voir ce qu'il en est. D'accord. Je te parle de ce Fab Lab, je ne sais pas ce qu'il en sera. Peut-être qu'il n'existera jamais. Peut-être qu'il existera, mais qu'il intégrera, outre le textile, le plastique. Peut-être qu'il sera autogéré par une association qui se constituera. Peut-être que la ville recrutera quelqu'un qui va administrer. Peut-être que, je ne sais pas. Aujourd'hui, ça sera l'imagination, la création, la proposition de tout ce qui sera fait par ce groupe thématique qui permettra d'accoucher d'un Fab Lab fibre et textile. J'adorerais dans 6 mois venir te parler de ce Fab Lab, ou plutôt pas moi, que ce soit peut-être justement les porteurs et les utilisateurs de ce Fab Lab qui pourront parler de leur expérience de créativité pour effectivement aboutir à cette solution. Ouais. Et ça, très pour chaque thématique qui vont être proposées, on va travailler de cette façon. La thématique 5G va aussi démarrer parce que on parle beaucoup, mais on ne sait pas. Donc là, on a une première, parce que tous nos groupes de travail, on utilise une méthode que l'on avait mis en place avec l'ancien Conseil consultatif du développement durable, qui est de dire
quand on arrive sur un thème, chacun a son niveau de connaissance. Si on démarre tel quel, il va y avoir certains qui vont prendre le lead, il va y avoir certains qui ne vont pas oser parler, d'autres qui vont être là pour reproduire ce qu'ils connaissent ou ce qu'ils ont vu ailleurs. Donc, on commence toujours par une première séance qui est une séance pédagogique. On fait venir les experts du sujet qui vont donner un socle de connaissances commun à tous. Cette première réunion, suite à cette première partie, c'est un échange entre les personnes présentes. Pardon, les experts, c'est qui? Les experts, ils viennent tout d'où? dépend. Par exemple, là, sur le Fab Lab Fibre et Textile, il va y avoir quelqu'un d'EcoTLC, hein, l'écosystème, l'éco-organisme, pardon, qui est autour du textile. On va avoir une personne qui a déjà monté quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. On va avoir une personne qui est expert de tous ces sujets, des machines qui existent, de ce qu'on peut faire et tout. Et eux vont pouvoir donner une base de connaissances communes. Sur la 5G, on va voir l'organisme, l'ANFR, qui va parler effectivement de l'impact santé des gens, sans doute de l'ANSES, etc. La connaissance technique, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et il est important d'avoir une couche de connaissances sans affect, la plus basique possible. Ensuite, les uns les autres vont s'exprimer. Les uns vont dire « Ah tiens, mais moi, je connais telle recherche, telle étude qui a été faite. » Donc, il y aura peut-être une ou deux réunions. Des experts, par exemple, il y a une femme qui s'appelle Madame Lacour qui a fait beaucoup d'études sur l'impact du téléphone. Alors, c'est moins lié à la 5G, mais comme on parle beaucoup de dangerosité, le téléphone sur mon oreille et l'impact des tumeurs chez les enfants de moins de 15 ans, il y a eu toute une étude de fait. Je pense que c'est intéressant d'avoir aussi son regard, sa position, etc. Et c'est suite à cela que l'on va construire des choses, des démarches. Je ne sais pas quoi non plus. On part du principe. Alors, ça peut décontenancer plusieurs personnes. Ça peut décontenancer des citoyens qui se disent « Mais attendez, c'est quoi ces élus? On a voté pour eux, ils ne savent rien. » Quand on leur pose la question « Ce sera quoi le résultat ?» Ils disent « On ne sait rien, on fera ensemble. » Mais quel manque de courage. Non. Pourtant, c'est une posture que je trouve humble et que je trouve beaucoup plus saine que les monsieur je sais tout. Mais enfin, c'est peut-être mon avis personnel, mais la situation est tellement complexe et tellement déroutante que celui qui arrive en disant c'est bon, j'ai tout bien borné, voilà comment. Enfin, bref, je le trouve pas crédible. Bref, je te laisse reprendre. Voilà, je partage ce point de vue et c'est vrai que ce que je dis quand on m'apporte ça, c'est de dire écoutez, venez participer et on verra. Après, je n'exclus pas, je l'ai dit, à un moment donné de dire bon ok, ça aboutit à cela, nous prenons 100% ou qu'une partie, etc. Parce qu'effectivement, nous sommes élus et la responsabilité d'eux. Moi, je rêve depuis des années de mettre en place une monnaie locale asso. Personne ne veut porter au niveau des citoyens cette démarche-là. Tant qu'il n'y aura pas un groupe de citoyens qui dira « Ok, on y va », je serai hyper frustrée, mais on n'en aura pas. À côté de ça, des élus peuvent dire « Mais vous prenez un risque énorme. Parce que vous êtes là pour animer des réunions, parce qu'effectivement, ce sont des sujets que je porte. Nous sommes une dizaine dans notre équipe actuellement à être très sensibles à ces sujets-là. La 5G, je la porte avec Numa. Fab Lab, je le porte avec Claire. Ça va être à chaque fois avec des membres de l'équipe parce que c'est pas le maire qui a une idée et puis il a une personne qui va faire, mais il a une équipe globale. Et la notion de transition et de transversalité est fondamentale. Hein. Donc, oui, l'équipe municipale a un rôle important, mais nous pouvons être vus comme des élus qui prenons des risques et d'autres élus qui vont nous dire mais nous, on ne va pas faire ça dans nos communes parce que c'est beaucoup trop risqué parce que vous ne savez pas quelle va être la suite, comment ça va
vivre derrière, vous laissez beaucoup trop la place aux citoyens, à la parole, aux idées. Alors moi, ce que je leur dis, écoutez, testez-le. Faites-le, vous avez un nouvel équipement, vous avez une idée sur un sujet, faites-le et vous vous rendrez compte que cette coopération, elle est fructueuse pour tout le monde. Quand vous avez des citoyens qui participent à la mise en œuvre de quelque chose, ils vont y participer, ils vont permettre à ce que cela puisse vivre, parce que c'est une partie d'eux-mêmes aussi. Et je pense que tout à l'heure, quand je parlais de 50 ou 60% des citoyens que l'on peut facilement impliquer, alors le mot facilement, sous contrainte de temps disponible, avec bon, bref, ça prend du temps. Moi, on aimerait tous s'impliquer. Mais à la limite, j'invite à déjeuner mes voisins. Je leur sers, je sais pas, du quinoa. Avec une recette, etc. Ils se rendent même pas compte que finalement il n'y avait pas de viande parce qu'ils ont mangé des choses qu'ils connaissaient pas, donc ils n'ont pas une idée de c'est pas bon, j'aime pas, et ils découvrent. Et c'est comme ça que les changements peuvent être faits. Je peux embarquer des personnes avec bienveillance, dans du plaisir, dans de la démarche positive. Et je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les communes, si les personnes qui ont monté une liste électorale se dit, je mobilise ceux qui ont voté pour moi, je mobilise les sympathisants que j'ai eus pour mettre en place des gestes différents, pour s'ouvrir sur une démarche autre, déjà, ça ferait un changement, mais très, très important. Et je pense que cette énergie à faire cela aurait un résultat bien plus positif que d'être là en observateur, sur les réseaux sociaux, de publier le post qui dit « Ouh là là, elle est pas belle, elle a une idée. Oh là là, mais elle est lunaire. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Oh, regardez. » Non, mais bon sang, comme tu le disais tout à l'heure, toute cette énergie à être dans de la divergence, c'est vraiment, aujourd'hui, on n'a plus le temps. La divergence, un peu sur de la théorie aussi. Voilà. Bon, bref, je ne m'étends pas là-dessus, mais parfois on est là à discuter, à débattre de principes totalement théoriques. Où effectivement, c'est intéressant, mais bon, c'est beaucoup d'énergie perdue sur quelque chose qui, au final, relève uniquement de la stimulation intellectuelle. Et c'est très bien. Je pense que les aspects intellectuels et construction en chacun de comment on perçoit le monde, c'est essentiel. On ne peut pas faire sans ça, mais bon, il ne peut pas y avoir que ça. L'action, le concret, c'est pas mal aussi. Et là, il y a de la place pour tout le monde. On en vient peut-être aux dernières minutes de notre échange. En tout cas, c'est très intéressant et ça m'intéresse évidemment de suivre. Effectivement, tu disais dans 6 mois, refaire un retour d'expérience. Moi, je suis tout à fait dans cette démarche-là aussi d'inviter d'autres élus, d'autres régions qui pourront partager leur retour d'expérience. Donc, je multiplie les contacts à cet effet et j'espère faire d'autres émissions intéressantes comme celle-ci pour avoir un fil conducteur collectivité territoriale, parce que je pense que c'est on peut raisonnablement affirmer que c'est une échelle d'action pertinente, à la fois proche du citoyen et avec des leviers d'action qui peuvent être activés sans demander la permission à trop d'instances ou de. Bon. Peut-être pour cette dernière partie, si tu veux nous décrire, parce que tu as aussi une activité de conseil, donc tu interviens ailleurs qu'à Sceaux, donc tu as aussi un certain nombre d'années à animer des réflexions ou faire du partage d'expériences ailleurs. Est-ce que tu veux un petit peu parler de ça et aussi envoyer un message sur ceux qui seraient intéressés à te contacter, comment vous pourriez travailler ensemble pour que tu fasses essaimer ailleurs le genre de choses que tu développes à Sceaux? Effectivement, pendant une dizaine d'années, j'ai été dans un rôle de consultante indépendante, avec une couche de formation
Alors ça a été, je dirais, en lien un peu avec ma précédente vie, qui n'est pas complètement coupée, mais sur le numérique, hein, puisque c'est quand même l'essence même. Je fais partie de la génération qui sont entrés dans le numérique, dans tous ces nouveaux métiers que nos parents ne connaissaient même pas, dans de la programmation, dans toute cette partie-là. Et ce qui fait que quand on a commencé à entendre Smart City, bah pour moi, ça me parlait de façon tout à fait naturelle, algorithmique et tout ce qui est lié à la technologie, forcément. Donc, j'ai beaucoup fait de formation, d'accompagnement auprès des communes, hein, que ce soit des tout petits villages ou des communes beaucoup plus importantes, parce que le numérique, ça a été une des premières transitions que toute notre génération, en tout cas, pas la tienne, hein, mais la mienne, hein, les cinquantenaires, on a connu. Et je trouve que c'est très inspirant, la façon dont ça s'est développé au niveau de la société, au niveau des entreprises, au niveau des élus. Hein, c'est toujours le même principe, hein, les transitions. Les entreprises sont les premières à enclencher les choses. Les élus, souvent en deuxième, parce que il y a une notion de génération, mais aussi il y a une lourdeur administrative très forte. Donc j'ai pas mal fait de travaux, d'accompagnement, d'audit autour de cela. Et puis très vite, je dirais que mon implication personnelle, mes hobbies, l'environnement a pris très vite le dessus, parce que voilà, moi j'ai des filles de 17 et 22 ans et je ne me vois pas vieillir, leur laisser une situation telle qu'elle pourrait être si nous ne changeons pas de façon radicale et rapide l'ensemble de nos comportements, en leur disant, bah écoutez, bah oui, mais chaque matin je me suis levée, j'ai été travailler, le soir je rentrais, j'étais fatiguée, donc je m'occupais de vous, et puis non, on ne peut pas. Et toute notre génération, oui, on travaille tous beaucoup, mais prenons 2 heures, donnons 2 heures autour de nous, impliquons-nous. Tout à l'heure, je parlais du comité consultatif des transitions. Chaque citoyen asso peut, à un moment donné, se dire, bon, bah, ok, sur un des thèmes, je vais y consacrer 2 heures de réunion x 3, plus 2 ou 3 heures. Ok, qu'est-ce que c'est dans ma vie pendant une année si je consacre 10 heures de mon temps pour de l'intérêt général et du collectif. Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'essence même. Donc ensuite, que ce soit de l'audit, de la formation, du conseil, de l'organisation d'événements et de participation à des événements, ça c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup en tant qu'indépendante. Aujourd'hui, je continue à le faire sur mes hobbies, mais dans la démarche du parcours de rénovation dont je parlais tout à l'heure et de l'accompagnement de collectivités de façon beaucoup plus forte. J'ai un rôle de chargée de mission dans le 93. D'accord. Voilà, pour effectivement mettre en place une démarche d'agriculture urbaine. Alors moi, j'aime bien la provoque. Donc, quand on dit agriculture urbaine, en ville, c'est n'importe quoi, etc. C'est pas comme ça qu'on va nourrir le monde, mais enfin, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait prétendu que c'est comme ça qu'on allait nourrir le monde. Je pense pas que les partisans de l'agriculture urbaine disent que c'est comme ça qu'on va nourrir le monde. Je pense que c'est pas ça l'objectif. Ouais, moi, je pense qu'au même titre qu'il n'y a pas une énergie, mais il y a un mix énergétique. Je ne pense pas qu'il y ait les champs traités au glyphosate et aux cochonneries qui nourriront le monde. D'ailleurs, si le monde était nourri, il n'y aurait plus de morts de faim. Et je pense que malheureusement, malgré toutes ces cochonneries qu'on met, il y a toujours autant de personnes qui meurent de faim ou de maladies, etc. Je pense qu'on ne peut pas être dans une extrême ou dans l'autre. Mais par contre, quand on commence à mettre un peu d'agriculture urbaine, quand on commence à mettre une nature comestible en ville, il y a un éveil des sens. C'est ça qui est intéressant, c'est la démarche et la posture et on va dire ce que ça crée en chacun. Il voit comment ça pousse. Il voit comment ça pousse. Il se rend compte que là, en ce moment, il n'y a pas de fraises.
Parce que d'ailleurs, c'est normal, il fait super froid, et là, le jardin, il est tout gris. Mais c'est comme ça, et ça devient naturel. Et ça, c'est beaucoup mieux que dans un livre, que dans une revue. C'est bien de voir. Après, je suis désolée, mais il y a des familles qui, parce qu'ils ont quelques kilos de légumes à disposition, c'est autant qu'ils n'ont pas acheté, et c'est autant bénéfique pour eux. Donc, oui, on nourrira peut-être pas tout le monde grâce au fait d'installer des serres sur tous les toits d'immeubles plats, ni cultiver tous les espaces verts. D'un côté, si on débitume régulièrement des places de parking pour y mettre de la terre et cultiver, moi, je pense que ça peut Alors ça, permettre c'est une d'avoir... proposition, enfin une idée qui commence à émerger et à se structurer de plus en plus au sein des municipalités. Je n'étais pas la seule à commencer à flotter l'idée, on va dire. Et on peut penser effectivement que, enfin voilà, elle n'est pas rejetée. L'idée de dépaver, en gros, hein, de dépaver, donc c'est pas juste piétoniser, là on parle de dépaver. Effectivement, je me projette dans des villes où d'ici 10, 20, 30 ans, ce genre de choses aurait commencé à prendre forme. À nouveau, c'est une petite graine et c'est une contribution, on va dire, à la marge, mais ce qui est important, c'est la démarche et la direction que ça fait prendre. Exactement. Et je pense que si on parle de petites choses, ça va pas avoir le même impact de dire agriculture urbaine. Ça va peut-être en choquer. Ça va peut-être permettre de dire, ah tiens, elle fait de l'agriculture urbaine, tiens, on va l'inviter à une table ronde sur le sujet. Et à la limite, c'est plus on va parler de ces sujets-là, plus ça va s'installer de façon normale, standard, classique, plus effectivement on mettra en place tous ces pas de côté, tous ces changements. On retirera la peur, l'angoisse, l'inquiétude. Quoi de mieux que de dire mais c'est quoi cette ferme urbaine au sein de la ville? Ah ouais, ils ont pris des terres sur lesquelles ils auraient pu les vendre pour mettre un immeuble ou pour mettre des maisons. Alors oui, du coup, c'est entremêlé. Et ils permettent à un agriculteur d'en vivre. Et ils n'ont même pas besoin de leur donner de subventions. Mais par contre, effectivement, ils mettent de la terre. Ça peut se faire dans quasi toutes les communes. Il y a aussi un co-bénéfice non négligeable qui est de reperméabiliser les sols urbains, ce qui en matière de résilience face au risque d'inondation qui s'accroît. Et voilà, c'est pas négligeable, quoi. On crache pas dessus. Moi, je cracherai pas dessus. Voilà. Et la permaculture, par exemple, est une excellente solution dans cette notion d'agriculture urbaine ou de mettre en place de la nature comestible. Hein. Soit on va monter quelques animations qui vont permettre à des gens qui ont des maisons de se dire, bon, je ne vais peut-être pas utiliser autant d'espace pour faire du jardinage parce que j'ai du potager, parce que j'ai envie de garder un espace sympathique. De se dire, bah oui, mais avec une ou deux buts de permaculture, bah, j'ai de quoi avoir un rendement important. J'utilise pas d'eau pour arroser parce qu'il y a un écosystème cohérent qui protège de la chaleur et tout. J'ai un ensemble de produits qui poussent à un rythme assez naturel. J'ai pas besoin de retirer des herbes ni quoi ni qu'est-ce. Et je pense que les communes ont cette possibilité-là. Et pour revenir à ta question initiale, oui, effectivement, je dirais que participer à des émissions comme tu le proposes, intervenir sur des tables rondes et puis être à disposition des personnes qui ont envie de porter ces projets-là. Comme je dis souvent, hein, je parle l'élu et je parle la transition. Donc, si je peux aussi arriver à essaimer, à donner quelques petites graines aux personnes qui ont envie de s'engager, mais ça sera toujours avec grand, grand plaisir. Super. Bon, on a un petit peu débordé, mais peu importe, on a dérivé sur le sujet de l'agriculture urbaine, mais ça aurait été dommage de ne pas du tout l'évoquer, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé tant que ça, et c'est un levier sur lequel effectivement les communes peuvent jouer et sur lequel il y a beaucoup de choses potentiellement à construire, et sur lequel il y a
enfin, c'est pas juste pour faire à manger, c'est une question surtout d'implication citoyenne à nouveau et de se mettre dans ce genre de posture. Écoute, Florence, je te propose de nous en tenir là, sauf s'il y a un point majeur que, ah zut, j'ai pas parlé de ça ou dont tu voudrais parler. Est-ce que c'est le cas? Non, Non, d'accord. ce sera l'occasion d'une prochaine rencontre Mais avec oui, grand plaisir. avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Les gens peuvent te contacter, je pense, sur LinkedIn ou sur Facebook. Tu es joignable et tu réponds. Oui, Twitter c'est l'idéal. Twitter, surtout, d'accord. Bon, très bien. Je mettrai les liens en dessous dans la vidéo. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Ben, merci à toi et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.